Bonjour à tous pour cette première vidéo de fin d'année qui sera consacrée au top 2021, les films que j'ai le plus aimé en 2021. Donc, vidéo qui sera suivie par une deuxième partie qui sera consacrée au flop, les films que j'ai le moins aimé en 2021, et une troisième partie qui sortira un petit peu plus tard, consacrée au bilan, ce qui est sorti sur la chaîne en 2021 et les attentes pour 2022. Pour ce qui est de l'année cinéma, ça a été un peu compliqué parce que c'était un petit peu comme 2020 avec la pandémie. Pendant quelques temps, les cinémas étaient fermés. Donc voilà, il y avait beaucoup de films et de sorties qui ont été décalés. Donc c'était toujours difficile de voir des films qu'on attendait et que finalement on t'annonce voilà, ça sortira dans 6 mois, voire l'année prochaine pour certains. Donc voilà, fallait compenser un petit peu. Je rappelle que c'est un top, c'est un classement personnel avec les films que j'ai vus, les films que j'ai aimés. Donc ça sert à rien de me dire ah t'aurais pu mettre ce film là. Non, s'il n'est pas dedans, c'est tout simplement parce que je l'ai pas assez aimé pour qu'il soit dedans. Peut-être parce que je l'ai pas vu ou tout simplement peut-être qu'il est dans le flop. Vous verrez dans la deuxième partie. Ensuite aussi, comme je disais, j'ai beau être une machine, je ne peux pas tout voir. Voilà, certains ont été loupés par cause de fatigue, par cause de travail ou par cause de gastro-entérite aiguë. Et ouais. Alors avant de partir sur les 5 films, enfin les 6, mais vous allez comprendre, j'ai fait une petite liste de outsiders qui auraient pu être dans le top, mais qui n'y sont pas parce que il n'y avait pas la place ou tout simplement je les ai pas assez appréciés pour qu'ils soient dedans. Alors dans les outsiders du top 2021, il y a Dune, Conjuring 3, Suprême, Benedetta, Mourir peut attendre, Spider-Man No Way Home, Malignan, Encanto, Nobody, Justice League Zack Snyder, Cut, L'origine du monde, The Father, Belle, SOS l'héritage, The French Dispatch, Affamé, Un espion ordinaire, Titan, Don't Breathe 2, Freaky, Mandibule, La Nuée, Sans un bruit 2, Possessor et Don't Look Up. Il y a un film un petit peu à part, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est Matrix Résurrection qui serait pas vraiment dans le top, mais disons que je sais pas, en fait je sais toujours pas où le mettre parce que voilà, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait qui est sortie il y a quelques jours. Disons que c'est un film qui me divise toujours autant, qui a des qualités et qui a les défauts que j'avais expliqué à l'époque, mais voilà, disons que c'est comme disait le fossoyeur de film, mais voilà, je suis encore pris dans un entre-deux avec ce film-là. Mais disons que tu peux pas sortir, malgré ce que tu peux lui reprocher, tu peux pas sortir de la salle et dire que c'est une merde. Tu sens quand même qu'il y a eu du taf dedans. Donc voilà, voilà, je peux pas dire que c'est mauvais. Je suis mitigé sur certains points, mais je ne peux pas dire que c'est mauvais. Avant de commencer, je mets aussi la timeline dans la description qui vous permettra de switcher de la 5e à la 4e, à la 3e, à la 2e, à la première place. Comme ça, si vous n'avez pas spécialement envie de m'écouter parler, si vous voulez juste savoir de quel film je parle, voilà, vous avez la timeline dans la description. Maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet avec le top 5, on va dire. Ouais, comme l'année dernière avec l'année cinéma qui a été compliquée, j'ai préféré rester sur 5 films. Enfin 6 films, mais vous allez comprendre. C'est parti! En 5e position, The Suicide Squad de James Gunn. Oh my god, we've got a freaking kaiju up in this shit! I don't wanna do your We love the rain. Angels are splooching all over us. Alors celui-là, je m'y attendais pas parce que beaucoup de gens se souviennent du premier volet qui était sorti en 2016, réalisé par comment il s'appelait maintenant celui-là, David Ayer, qui était une bouse infâme, dont on avait certaines attentes par rapport à l'univers DC, qui se voulait un peu plus long, qu'ils ont fait un truc un peu plus fun. Alors ici, ils ont pris à peu près la même direction aussi, un truc un peu plus coloré, avec un humour un petit peu à la Gardien de la Galaxie, parce que c'est James Gunn, mais il est parti dans un truc un peu plus rentre dedans, un peu plus gore. Il faut voir la scène où tu as Peacemaker et Bloodshot qui sont dans la jungle et ils se mettent à buter tout le monde là, alors que finalement à la fin tu te rends compte que leur coéquipier en fait il était allié avec eux. La scène est assez ouf, mais non, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime bien avec James Gunn, c'est comment il gère les relations entre les personnages. Tout de suite il y a une entente, tu sens dans leur jeu que voilà, il y a une cohésion de groupe. Vous le voyez déjà dans les Gardiens de la Galaxie, et il a repris cette formule
pour The Suicide Squad. J'aime beaucoup aussi comment au bout de la première partie, les 20 premières minutes, il te jouait avec tes attentes parce que tu avais certains personnages qu'on te montrait dans la bande-annonce et finalement bah, dès les 20 premières minutes, paf, tu te fais ils se font déglinguer pratiquement tous et en fait tu suis une autre équipe que tu vois un peu plus que tu voyais déjà un peu plus dans la bande-annonce. Et voilà, c'est toujours ça le cinéma de James Gunn, de jouer avec nos attentes et c'était une bonne idée aussi, surtout dans le film de super-héros qui a une formule qui devient de plus en plus répétitive. Voilà, cette année on en a encore bouffé, que ce soit du DC ou du Marvel, et je peux comprendre aussi les gens qui soient lassés un petit peu à cause de ça, mais personnellement je trouve que The Suicide Squad, il y a des gens qui vont me dire que leur meilleur film de super-héros de l'année c'était Spider-Man No Way Home, après que tout le buzz qu'il y a, mais personnellement pour moi le film de super-héros en tout cas le plus fun, auquel je me suis le plus éclaté, c'était The Suicide Squad. En quatrième position, ça va être un peu différent parce que ça va être une égalité avec deux films, mais deux films qui ont des thématiques assez similaires. Je vais vous parler d'abord de Bac Nord, réalisé par Cédric Jiménez. Puis je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. Et je vais vous parler de Shorta, réalisé par Andrés Olom et Frédéric Louis Vide. Du var der jo. Du gjorde ikke en skid. Du så ingenting. Er vi enige? Alors Bac Nord, je vais pas trop revenir dessus parce que ça a été l'un des gros succès français de l'année. Voilà, il a grosse campagne, super réalisateur. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'attends de voir ce qu'il va faire l'année prochaine sur un sujet assez sensible. Mais clairement, j'aimais beaucoup comment il gère l'action. Ça montre aussi que nous en France on sait faire des bons films d'action, comme quoi, quand on leur donne les moyens. Mais les acteurs, que ce soit Gilles Lelouch, oh là là, Adèle Extrajopoulos et encore les deux autres potes à Gilles Lelouch dans le film, je me souviens plus de leur nom, mais ils sont tous excellents. Et comment ils jouent sur le décor marseillais, la corruption et tout ça, mais voilà, c'est des thématiques qu'on a déjà vu dans d'autres films, mais ici ça rend vachement bien. Et voilà, la scène, la grosse attaque quand ils sont dans le centre du le quartier nord, quoi, où justement ils veulent démanteler le trafic de drogue. Il y a une tension, il y a vraiment une recherche dans la mise en scène, c'est super bien filmé, t'es en amené pendant tout le film, quoi. C'est vraiment, ça a été l'un de mes gros coups de cœur. Et comme j'ai dit, comme quoi en France, quand on leur donne les moyens, on peut faire du bon divertissement. Pour moi, ça a été une grosse claque et gros coup de cœur. Et Shorta, alors Shorta, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le connaissent. Il était sorti, je crois, au mois de juin-juillet. C'est un film danois où en gros, au début du film, en fait, t'as un jeune, un adolescent qui se fait tabasser à mort par des flics, et en fait tu suis deux policiers qui tout opposent, on va dire, qui s'entendent pas trop, qui doivent travailler ensemble et qui doivent aller dans un quartier qui est un petit peu le quartier le plus chaud de Copenhague. Sauf que entre temps, en fait, ils vont faire leur petite tournée, voir s'il y a des arrestations à faire. Sauf qu'entre temps, le jeune du début qui s'était fait tabasser, il est mort de ses blessures, pardon. Et du coup, toute la racaille du quartier, ils vont avoir qu'un seul but, casser du flic. Et du coup, les deux flics que nous suivons vont devoir essayer de survivre. C'est waouh, la mise en scène de ce truc. Pareil, on parlait de Bac Nord, mais Shorta, c'est dans le même style, vraiment brut, sec, violent, c'est vénère, les fights, et comment il te filme ça, que ce soit quand il a envie de poser son cadre, comment il a envie de te faire une caméra portée. Voilà, il rejoint tout ce qu'il faut du langage cinématographique pour te mettre vraiment dans la crasse danoise. Voilà, nous le Danemark, c'est pas spécialement un pays que nous connaissons beaucoup pour leur culture, pour la mentalité, et voir que chez eux aussi ils ont un petit peu des quartiers assez dangereux. Ça change un petit peu au niveau du décor, mais clairement Shorta, ça a été une grosse claque. Et j'avais oublié d'en parler à l'époque, et j'aurais dû, parce que je trouve qu'il est un petit peu passé inaperçu, et c'est vraiment dommage parce que clairement pour moi c'est l'un des meilleurs films d'action. Si t'aimes un petit peu justement tout ce qui est comme Bac Nord, les polars urbains bien vénères, je pense que Shorta devrait vous combler. En troisième position, Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright. You can't save me.
Alors celui-là, j'ai pas développé davantage parce que j'ai fait un vlog dessus et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis un gros fan de Edgar Wright, je le suis depuis pratiquement presque ses débuts, quoi. Voilà. À Space, je connaissais un petit peu, mais c'était vraiment comme tout le monde Shaun of the Dead qui nous a mis une grosse claque à l'époque. Et une fois de plus, Edgar Wright touche à différents genres et il arrive toujours à se renouveler et ça j'adore. Pareil, voilà, on suit une sorte de une fille qui débarque à Londres pour faire des études d'art et qui va entrer dans, qui va changer d'appart et en fait qui va avoir une sorte de cauchemar où en fait elle est liée avec une femme qui avait vécu 50 ans, 60 ans plus tôt. Et j'adore comment ça joue sur les contre-champs, les différents points de vue. Comment il gère son rythme comme d'habitude. Voilà, Edgar Wright, il a un sens du rythme, il met toujours les musiques au bon moment, il te cadre toujours au bon moment. Voilà, la première scène de rêve où tu vois le personnage joué par Anya Taylor-Joy, j'adore cette actrice, et quand il rencontre l'acteur Matt Smith dans la salle de le cabaret, et comment il te filme ça, comment il te rythme ça, il y a toujours, voilà, clairement tu pourrais faire ça à chaque fois qu'il change son plan, c'est d'une rythmique, c'est millimétré en termes de mise en scène, c'est du Edgar Wright juste comme je l'aime. Alors je veux bien comprendre que peut-être c'est pas son meilleur film, peut-être, je pense que oui. Clairement, en termes de mise en scène, voilà, je pense que Shaun of the Dead, voire Baby Driver, surtout Baby Driver au niveau de la rythmique, c'est un cran au-dessus. Mais voilà, Last Night in Soho restera une œuvre forte, en tout cas pour cette année, et un vrai coup de cœur. C'est peut-être pas, comme j'ai dit, c'est peut-être pas, j'ai du mal à parler, excusez-moi, c'est peut-être pas le meilleur film de Edgar Wright, mais c'était un film qui lui tenait à cœur parce que je crois qu'il y avait des thématiques, voilà, il voulait rendre un petit peu hommage, je crois, à ses parents, donc c'était un film assez personnel et ça se sent beaucoup, mais clairement, grosse claque. Une fois de plus, Edgar Wright confirme que c'est l'un des meilleurs réalisateurs de ces 20 dernières années, j'en démordrai pas, et j'en avais parlé à l'époque, le fait que peut-être il sera peut-être annoncé pour réaliser le prochain James Bond. Je suis hype, je suis hype à mort. Voilà, si vous avez loupé Last Night in Soho, il faut le voir. En deuxième position, West Side Story, réalisé par Steven Spielberg. Alors comme Last Night in Soho, j'ai fait une critique qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'était début décembre, donc je vais pas développer davantage, mais pareil, voilà, Steven Spielberg, il revient aux affaires. J'étais vraiment curieux, j'en ai parlé, mais j'étais vraiment curieux parce que Spielberg, c'est un réalisateur qui a presque 50 ans de carrière, qui a pratiquement tout touché en termes de genre, sauf la comédie musicale. Et je me suis dit, tiens, j'étais vraiment curieux de voir comment il allait traiter de ce genre qu'il avait jamais fait, même si, voilà, il prend pas non plus un gros risque parce qu'il fait un remake d'un chef-d'œuvre, mais de son point de vue, sa façon de raconter les histoires, sa façon aussi de déplacer certaines scènes, de mettre certaines chansons à différents endroits qui font sens par rapport au ressenti du personnage. Voilà, ça c'est un travail d'auteur dont seul Spielberg et quelques-uns qui sont vraiment pas beaucoup arrivent à faire. Voilà, c'est ça vraiment une... j'allais dire adaptation parce que oui, à la base c'est tiré d'une pièce de théâtre, mais c'est surtout un remake qui se veut proposer une certaine continuité par rapport à l'œuvre originale. C'est ça, c'est pas juste faire un copier-coller. Il prend les moments forts, que ce soit de la pièce de théâtre ou de la version de Robert Wise, mais il en fait quelque chose avec sa mise en scène, sa réalisation, son point de vue, ses émotions qu'il veut nous transmettre. Et voilà, ça marche à chaque fois. Les deux acteurs, Ansel Elgort et Rachel Zegler, sont excellents. Il y a une vraie alchimie. Je peux très bien comprendre que certains vont dire ouais, ça n'a pas le charisme de la version de 1951. 61, mais moi j'y crois à leur histoire d'amour. Voilà, les chansons sont très bien rythmées, le travail des couleurs, comme d'habitude Spielberg il a voulu travailler avec les grands et ça marche. Donc non, West Side Story, l'un des plus beaux films de cette année, clairement, gros coup de cœur, et ça me désole, d'ailleurs pareil pour le premier, ça me désole beaucoup que le film soit un gros échec commercial. Je crois qu'il a coûté 100 millions. Je crois qu'il en a à peine même pas rapporté 20, 30. Enfin, c'est honteux. C'est honteux pour moi. C'est Spielberg, c'est pas n'importe qui. Et ça me rend triste de voir que quand même, un cinéaste qui a quand même une certaine aura, qui a fait certains des plus gros succès de tous les temps,
je crois que c'était qui m'en avait parlé, qui avait dit il comprenait pas justement pourquoi parce que justement on se plaignait en ce moment on se plaignait des remakes et tout ça. Ben, c'est un remake et finalement les gens sont pas intéressés, mais c'est justement tout simplement parce qu'il y avait des gens qui disaient en tout cas la nouvelle génération qui biberonnaient aux films de super et tout ça, qu'aujourd'hui Spielberg, les gens en ont plus rien à foutre. Ils disaient ouais les cinéastes de la vieille période là qui veulent continuer à faire leurs films, que ce soit Spielberg ou Scorsese, les gens s'en branlent de leurs films. Alors que ce sont encore des mecs qui ont le talent pour nous proposer du bon divertissement, qui arrivent à nous raconter des histoires vraiment intéressantes, à nous poser de bonnes questions, mais les gens ça les intéresse pas. Voilà, donc ça me rend triste parce que voilà ça a été l'un des réalisateurs qui m'a fait aimer le cinéma et qui continue à le faire et bah, qui le confirme avec ce remake de West Side Story. Et bah, j'espère que Spielberg va continuer à faire des films, à continuer à nous faire rêver parce que bah, moi personnellement je suis à chaque fois conquis et bah, je suis triste pour lui parce que ne serait-ce que pour sa carrière et ce qu'il a apporté au cinéma, il mérite mieux. Et on arrive au premier, voilà, pour moi, le top numéro 1 2021 de Mr. Cult, roulement de tambour, The Last Duel, réalisé par Ridley Scott. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. Si on m'avait dit début d'année que mon film préféré serait un film de Ridley Scott, je l'aurais à moitié cru. Parce que même si j'ai beau être pas un fanboy, mais un fan de Ridley Scott, je peux comprendre que depuis une bonne dizaine d'années, il a fait, surtout ces 10 dernières années, il a fait quand même des grosses merdes, on va pas se le cacher, quand même, que c'est saccagé la saga Alien, qu'est-ce qu'il avait fait encore, le truc avec Brad Pitt là. Bref, je pense que vous voyez quel film je parle, c'était catastrophique. Seul sur moi, ça allait. Alien Covenant, je suis toujours un peu mitigé. Et Tout l'argent du monde était bien, mais voilà, il aurait pu être mieux, on va dire. Quand j'ai vu qu'il voulait s'attaquer à une épopée médiévale, bon, je dis pourquoi pas. Ça me faisait peur quand même parce qu'il avait fait Robin des Bois et c'était pas terrible. Donc je partais avec certaines appréhensions et finalement la première bande-annonce m'a commencé à me titiller un petit peu. Et voilà, quand le film est sorti, ça a été direct, je suis sorti de la salle, j'étais sûr que ce film allait être mon film préféré de l'année. En gros, l'histoire, bon, je me souviens plus trop des noms, hein, c'est pas prêt. C'est des vidéos qui sont pas préparées, donc ça se voit. En gros, tu suis deux chevaliers interprétés par Matt Damon et l'autre qui est joué par Adam Driver. J'adore Adam Driver. Et le personnage de Matt Damon, en gros, voilà, il y a mariage arrangé pour avoir des terres et tout ça, et qui se marie avec une femme qui est jouée, alors je me souviens plus de son nom, qui joue dans la série Killing Eve, qui est pareil ici, elle est excellente. Et en fait, tout le truc débouche que Adam Driver, qui était quand même l'ami de Matt Damon dans le film, viole sa femme. Clairement, tu le vois, il essaie de la baiser de force. Et en fait, là où je m'y attendais pas, c'est qu'en fait le film joue sur différents points de vue. En fait, il te raconte cette même histoire, donc qui vaut 30-40 minutes, mais par trois personnages différents. Donc le personnage de Matt Damon, le personnage de Adam Driver et donc la femme. Et à chaque version, tu vois, tu découvres des petits détails. Chacun a une façon différente de réagir par rapport à cette phrase, par rapport à ce comportement. Voilà, quand tu vois la vision de Matt Damon, tu sens que c'est un mec un petit peu simplé, mais qui tu le vois un petit peu aimer sa femme, qui est super sympa, qui est plutôt cool. Quand tu vois la version de... Et en fait, quand il assiste au meurtre, enfin au viol, pardon, t'as l'impression qu'il est dévasté. Quand tu assistes à la version de Adam Driver, t'as l'impression que il y avait une façon de faire quand il la viole que, ouais, de son point de vue, ouais, en fait, elle était un peu consentante quand tu vois, et c'est assez dérangeant. Et quand tu assistes à la troisième version, bah, de son point de vue, t'as l'impression que le personnage, son mari, ça a l'air d'être un petit peu un con, qui réagit pas du tout de la même façon que la première fois dont on a vu son point de vue, et qui des fois il réagit avec sa femme
pas qu'il la frappe, mais genre non, moi je te force à faire ça. Non, mais je te parle un petit peu comme de la merde. Alors que une demi-heure, 1h30 plus tôt, dans la première version, tu dis mais en fait non, il aime bien sa femme, tu vois. Donc j'aime bien comment le film joue sur les points de vue et elle, pareil, sa version du viol, c'est un truc totalement, c'est fort, c'est fort, mais très dérangeant, on va dire. Là, quand moi t'es là, tu assistes à ça pendant 2-3 minutes, tu la vois où t'as le personnage d'Adam Driver qui la prend, qui la baise et toi t'es là, t'assistes comme ça, sans musique, vraiment t'es comme ça. Après le viol, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent régler ça par un duel à mort. Et voilà, toute la mise en scène de Ridley Scott qui clairement, je l'avais pas vu aussi inspiré depuis très très longtemps. Clairement le film où tu t'étais éclaté, enfin qui m'avait mis une belle claque comme ça, c'était clairement... Enfin, où tu le voyais vraiment d'une voix à l'aise dans ses plans, dans sa façon de gérer l'action, l'espace, c'était clairement depuis Seul sur Mars, quoi. Et même si en plus c'est pas non plus son meilleur film, mais à la limite American Gangster, mais c'est pas du tout le même genre. Enfin je me suis dit, après une décennie quelque peu décevante, il revient un petit peu aux affaires. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il a sorti 2 films cette année, donc The Last Duel, que j'adore, mais il a sorti aussi, je crois, un mois après, House of Gucci, que je n'ai pas encore vu et que je dois rattraper. J'entends beaucoup de bien de la part de mon entourage, donc il s'est vraiment à rattraper ce film-là. Que dire de plus? Pas grand-chose. Si vous avez, pareil qu'en fait, comme je disais avec West Side Story, The Last Duel, j'ai vraiment du mal à parler ce soir. Je suis désolé, je viens de finir le travail, quelque peu fatigué. Ça a été un échec, manger la gueule, gros gadin. Et ça me fait chier parce que pour une fois que Ridley Scott nous pondait enfin de nouveau un vrai grand film, et les gens ça les intéresse pas. Je veux bien que la chevalerie ça soit plus trop à la mode, mais quand même quoi, je veux dire c'est pas réalisé par n'importe qui. Au niveau du casting c'est pas n'importe qui. Voilà, il y a des beaux plans, il y a vraiment des belles idées de mise en scène. J'aurais pensé quand même que au vu de l'abondance que peut-être les gens seraient un peu plus intéressés. Et c'est pas le cas. Voilà, donc je trouve ça dommage. Bon, après que Ridley Scott réagit de façon négative, que c'est à cause des films de super-héros et tout ça. Bon, en soi, il a raison, mais de toute façon, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est comme ça, c'est ce qui marche et c'est ce que les gens veulent voir. Donc ça m'entriste, ça me fait chier pour lui, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère en tout cas que ce top, si vous avez loupé le film, en tout cas, j'espère que ça vous motivera à vous le mater quand il sortira en DVD Blu-ray, parce que il le mérite et que si au moins peut-être le marché vidéo ça peut compenser son échec en salle, voilà, au moins mon top aura servi à quelque chose. Voilà, The Last Duel, le film préféré de l'année 2021 pour Mister Cult. Voilà, ce top 2021 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires votre top 2021. Quels sont les... Bon, on va rester sur les 5 films. Quels sont les 5 films que vous avez le plus aimé cette année? Voilà, j'ai envie un petit peu de voir, qu'on puisse un petit peu débattre. Ça va me faire plaisir de vous lire. Moi, je vous lis, les gars, je vous lis. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre votre top 2021. D'ici là, je vous souhaite encore de bonnes fêtes et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie consacrée au flop. Donc là, on était bien, on s'est fait plaisir, on parlait des bons films. Et là, maintenant, on va souffrir. On va parler des mauvais films.